Ma grand-mère n'avait que 42 ans quand elle m'a dit que je portais en moi la marque d'un mort. Sa peau, pâle comme l'ivoire dans la lumière faiblissante de cette chambre d'hôpital, contrastait avec l'intensité troublante de ses yeux. Des yeux qui n'avaient plus rien d'humain. J'avais 19 ans à l'époque, étudiant en première année de psychologie à Nanterre. Ma grand-mère était hospitalisée depuis 3 semaines déjà, et les médecins parlaient de quelques jours, tout au plus. Cancer du pancréas, phase terminale. Cet après-midi-là ressemblait aux précédentes. L'odeur de désinfectant mélangée au relent de repas froids flottait dans les couloirs de l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt. Ma mère et ma tante chuchotaient dans le hall, discutant des arrangements funéraires avec cette pudeur caractéristique de ceux qui refusent d'admettre l'évidence. Moi, j'étais resté seul avec elle. Grand-mère Colette, celle qui m'avait élevé quand mes parents traversaient cette période difficile de leur mariage. Celle qui me racontait des histoires bretonnes, le soir, dans sa maison de Quimper, avec ses poutres anciennes qui craquaient au moindre souffle de vent. Elle dormait depuis près d'1 heure quand ses paupières se sont soulevées d'un coup. Pas le réveil progressif d'une personne qui émerge doucement du sommeil. Non. Comme si quelqu'un l'avait brutalement tirée vers la conscience. « Adrien », a-t-elle murmuré. Sa voix était différente, plus grave qu'à l'ordinaire. « Il faut que tu m'écoutes. Il me reste très peu de temps. » Je me suis penché vers elle, inquiet de cette urgence soudaine dans son regard. La morphine lui donnait parfois des moments de confusion, des épisodes où elle me confondait avec mon grand-père, mort quand j'avais 6 ans. « Grand-mère, tu as besoin de te reposer. » Non. Elle a serré ma main avec une force qui m'a surpris. Ses ongles, longs et jaunâtres, à cause des médicaments, se sont enfoncés dans ma peau. Écoute-moi bien. Tu portes en toi quelque chose qui ne t'appartient pas. Quelque chose qui vient de notre famille, de très loin dans notre famille. Ses yeux, d'ordinaire d'un bleu tendre, semblaient presque noirs. La pupille l'avait envahi l'iris, comme si une marée obscure montait depuis les profondeurs de son être. J'ai voulu retirer ma main, mais son étreinte était devenue douloureuse. « Qu'est-ce que tu veux dire, grand-mère » Elle a tourné la tête vers la fenêtre. Le soleil d'octobre déclinait derrière les immeubles de la banlieue parisienne, projetant des ombres étranges sur le mur de sa chambre. Les rayons filtrés par les stores vénitiens dessinaient des barreaux de lumière qui ondulaient bizarrement. Ta arrière-arrière-grand-mère, Morgane Kéraval, habitait près des falaises de Penmarch. C'était en 1872. Les gens du village la craignaient. Sa voix s'est faite plus basse, presque inaudible. Il disait qu'elle parlait aux morts, qu'elle pouvait voir ce que les autres ne voyaient pas. Un frisson m'a parcouru l'échine. Grand-mère n'avait jamais évoqué cette partie de notre histoire familiale. Nos racines bretonnes, oui, mais toujours de manière anodine, folklorique. Jamais rien qui ressemble à ça. Le 23 octobre 1872, Morgane Kéraval s'est noyée en mer. Elle a marqué une pause, ses yeux fixés sur moi avec une intensité insupportable. Mais son corps n'est jamais remonté. Jamais. La chambre d'hôpital semblait soudain plus froide. Le chauffage ronronnait pourtant dans un coin,
mais l'air autour de nous s'était épaissi, chargé d'une électricité nauséeuse, comme l'atmosphère qui précède les orages d'été, quand le ciel devient plombé et que les animaux se cachent. Les semaines qui ont suivi sa disparition, les villageois ont commencé à la voir, la nuit, sur les chemins de falaise, toujours au même endroit, près du phare de Penmarsh. Elle portait sa robe de toile brune, celle qu'elle avait le jour de sa mort. Grand-mère a dégluti péniblement, mais ses cheveux ruisselaient d'eau de mer, et ses yeux brillaient comme des étoiles mortes. J'ai tenté de me lever, mal à l'aise avec cette histoire, mais sa main a resserré son étreinte, et j'ai senti quelque chose d'anormal dans cette pression, quelque chose de froid qui remontait le long de mon bras. Elle n'était pas seule, Adrien. Il y avait quelqu'un avec elle, quelqu'un qui n'aurait jamais dû revenir. Le moniteur cardiaque, connecté à sa poitrine, s'est mis à émettre des bips plus rapides. Son rythme cardiaque s'accélérait, mais son visage gardait cette sérénité troublante, comme si une part d'elle-même avait déjà quitté son corps. Qui sa grand-mère? Qui était avec elle? Erwan Keraval, son fils, mon arrière-grand-père. Elle a fermé les yeux un instant, comme si prononcer ce nom lui coûtait un effort surhumain. Il était mort 3 ans plus tôt, à l'âge de 26 ans. Tuberculose. Il l'avait enterré dans le cimetière de Plomeur, selon les rites catholiques. Un silence pesant s'est installé. Au loin, dans le couloir, j'entendais les conversations feutrées du personnel soignant, le grincement des chariots de repas, la routine rassurante d'un hôpital en fin d'après-midi. Mais ici, dans cette chambre, le temps semblait suspendu. Le 29 octobre, 6 jours après la disparition de Morgan, les habitants de Penmarsh ont trouvé la tombe d'Erwan ouverte, béante. La terre avait été remuée de l'intérieur, comme si quelqu'un avait gratté la surface pour sortir. Elle a rouvert les yeux. Cette fois, ils étaient redevenus bleus, mais d'un bleu si pâle qu'il paraissait presque transparent. Le cercueil était vide. Mon cœur battait la chamade. Cette histoire, vraie ou pas, prenait une tournure que je n'aimais pas du tout. J'ai regardé vers la porte, espérant voir ma mère revenir. N'importe qui pourrait briser cette atmosphère oppressante. « Grand-mère, tu délires à cause des médicaments. Tu devrais... » Non, Adrien. Sa voix s'est durcie. Je n'ai jamais été aussi lucide de ma vie. Il faut que tu saches. Il faut que tu comprennes ce qui va t'arriver. Elle a tourné sa main libre vers le plafond, paume ouverte. Sur sa peau fripée, j'ai distingué des traces étranges, des marques que je n'avais jamais remarquées auparavant. Elles formaient comme un motif, une sorte de croix celtique inversée, à peine visible, comme tatouée à l'encre délavée. Depuis Morgan Keraval, toutes les femmes de notre lignée portent cette marque. Ta mère l'a, ta tante aussi, et maintenant... Elle a dirigé son regard vers mes propres mains. Maintenant, elle passe aux hommes. J'ai levé machinalement mes paumes vers la lumière. Au début, je n'ai rien vu. Puis en inclinant ma main droite sous l'éclairage blafard du néon, j'ai aperçu quelque chose. Une ombre, un motif à peine perceptible qui se dessinait sous la peau. Le même que celui de grand-mère. Mon sang s'est glacé dans mes veines.
Ce n'est pas possible. Si, elle souriait maintenant. Mais ce sourire n'avait rien de rassurant. La marque apparaît toujours vers 18, 19 ans. L'âge où l'esprit devient assez fort pour l'accueillir. L'accueillir? Accueillir quoi? J'ai voulu poser la question, mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. La chambre semblait rapetisser autour de nous. Les murs se refermaient comme les mâchoires d'un piège. Erwan Keraval n'a jamais trouvé le repos, Adrien. Il erre depuis 1872, à la recherche d'un corps à habiter, d'une âme assez proche de la sienne pour l'accueillir. Elle s'est redressée légèrement dans son lit, une tâche difficile dans son état, mais qu'elle a accomplie avec une détermination inquiétante. Il choisit toujours quelqu'un de la famille, quelqu'un qui porte sa marque. Le moniteur cardiaque s'affolait maintenant, émettant des signaux d'alarme stridents. Mais grand-mère ne semblait pas s'en préoccuper. Tout son être était tendu vers moi, comme si elle tentait de me transmettre quelque chose d'essentiel avant que... Qu'est-ce qu'il veut? Vivre. Le mot est sorti de sa bouche, comme un souffle glacé. Il veut vivre à travers toi. Sentir à nouveau le sang couler dans ses veines, l'air remplir ses poumons. Il veut goûter à nouveau au plaisir de la chair. Mais surtout, il veut retrouver sa mère. Il veut retrouver Morgane. Une infirmière a poussé la porte, alertée par les signaux d'alarme du moniteur. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris tirés en chignon, qui dégageait cette efficacité rassurante du personnel médical expérimenté. Tout va bien. Elle s'est approchée rapidement du lit, consultant les écrans de contrôle. Madame Keraval, votre rythme cardiaque. Keraval. Elle avait appelé ma grand-mère par son nom de jeune fille. Pourtant, sur son bracelet d'identification hospitalier, il était marqué Colette Morvan, son nom de femme mariée, celui qu'elle portait depuis 60 ans. L'infirmière a semblé réaliser sa bévue. Elle m'a regardé avec un air confus, puis a secoué la tête comme pour chasser une pensée parasite. « Excusez-moi, Madame Morvan, bien sûr. » Elle a consulté le dossier médical accroché au pied du lit. « Il faut que vous vous reposiez. Votre tension est en train de chuter. » Grand-mère a lâché ma main pour la première fois depuis le début de notre conversation. Le soulagement que j'ai éprouvé était immense, comme si on venait de me libérer d'un étau qui me broyait lentement. Mais ce soulagement a été de courte durée. Adrien, sa voix n'était plus qu'un murmure à peine audible. Il vient te chercher. Il est déjà en route. Tu vas commencer à le sentir dans quelques jours. D'abord, ce seront des rêves, puis des visions, puis... L'infirmière lui a injecté quelque chose dans la perfusion. Un sédatif, probablement. Grand-mère a fermé les yeux, mais ses lèvres ont continué à bouger, formant des mots silencieux que j'ai réussi à déchiffrer. Le phare, Penmarch. Il t'attend là-bas. Puis elle s'est endormie. Ou plutôt, elle a sombré dans une inconscience médicamenteuse qui ressemblait davantage à un coma qu'à un sommeil naturel. Sa respiration est devenue laborieuse, sifflante. L'infirmière m'a fait signe de sortir.
Il vaut mieux la laisser se reposer maintenant. Les derniers jours sont souvent difficiles. Les patients disent parfois des choses étranges. Il ne faut pas y prêter trop d'attention. Je suis sorti de la chambre comme un somnambule. Dans le couloir, ma mère et ma tante finissaient leur conversation avec un médecin, un homme jeune, la blouse froissée, qui expliquait la procédure des dernières heures avec cette compassion professionnelle qu'acquièrent ceux qui côtoient quotidiennement la mort. « Adrien, ma mère s'est tournée vers moi. Tu as l'air bizarre. Ça va ?» J'ai hoché la tête mécaniquement, incapable de formuler une réponse cohérente. Comment expliquer ce que je venais d'entendre? Comment raconter cette histoire de fantômes, de marques familiales, de morts qui refusent de reposer en paix? Grand-mère s'est endormie. L'infirmière lui a donné un calmant. Ma tante, Brigitte, a soupiré. Ces derniers jours sont terribles. Elle délire de plus en plus. Hier, elle prétendait que papa était venu la voir. Papa, qui est mort depuis 15 ans. Ma mère a acquiescé tristement. Le cerveau se déconnecte peu à peu. C'est normal. Il ne faut pas se laisser impressionner par ces divagations. Divagation. Le mot résonnait dans ma tête tandis que nous quittions l'hôpital. Était-ce vraiment ce que j'avais entendu? Les dernières chimères d'un cerveau rongé par la maladie et la morphine. Pourtant, cette marque sur ma main, je l'ai examinée à nouveau dans la voiture, sur le trajet du retour vers Paris. Elle était là, indéniable, faible, certes, mais présente. Un motif qui ressemblait effectivement à une croix celtique inversée, comme gravée sous la peau. Ma mère conduisait en silence, perdue dans ses pensées. Le paysage de banlieue défilait derrière les vitres, monotone et gris. Immeubles, zones commerciales, ronds-points. Cette France périurbaine où se mélangent modernité et laideur, où l'histoire semble avoir été gommée par les bulldozers et les promoteurs. « Maman, ai-je fini par dire, grand-mère m'a raconté des choses sur notre famille, sur nos origines bretonnes. Elle a haussé les épaules sans quitter la route des yeux. Ta grand-mère adore broder sur le passé. Depuis qu'elle est malade, elle mélange tout. La réalité, les légendes qu'on lui racontait quand elle était petite. Elle a mentionné une certaine Morgane Kéraval. Le volant a légèrement dévié. Ma mère a corrigé la trajectoire, mais j'ai vu ses mains se crisper sur le cuir, où elle a déterré ce nom-là. Tu la connaissais? Un long silence. Les essuie-glaces balayaient le pare-brise avec un rythme hypnotique. Bien que la pluie ait cessé depuis longtemps, ma mère semblait réfléchir, peser ses mots. C'était l'arrière-arrière-grand-mère de ta grand-mère, je crois. Une femme un peu particulière. Elle vivait près des falaises, dans le Finistère. Elle a marqué une pause. Elle s'est noyée en mer, il y a très longtemps. 15e, je pense. Grand-mère prétend qu'elle n'est jamais morte, qu'elle hante encore les falaises de Penmarch. Ma mère a eu un rire nerveux. Ça, c'est bien de ta grand-mère. Toujours à transformer les drames familiaux en contes de fées ou en histoires de fantômes. Mais sa voix manquait de conviction, et j'ai remarqué qu'elle évitait soigneusement de me regarder.
Le lendemain, grand-mère est morte. L'appel est arrivé à 6 heures du matin. Ma mère a décroché, a écouté quelques secondes en silence, puis a raccroché avec des gestes mécaniques. Dans la lumière blafarde de l'aube parisienne, son visage était devenu livide. « C'est fini », a-t-elle murmuré. Les obsèques ont eu lieu 4 jours plus tard, dans la petite église de Quimper, où grand-mère avait grandi. Une cérémonie sobre, comme elle les aimait. Quelques cousins éloignés, des amis de longue date, des voisins venus présenter leurs condoléances. Le prêtre, un homme âgé aux mains tremblantes, a évoqué la vie exemplaire de Colette Morvan, née Kéraval, une femme de foi, disait-il, une mère et une grand-mère dévouées, une Bretonne attachée à sa terre et à ses traditions. Tradition. Le mot m'a fait sursauter. Quelle tradition, exactement? Celle qu'elle m'avait léguée dans cette chambre d'hôpital, dans ses derniers moments de lucidité. Après la cérémonie, nous nous sommes rendus au cimetière de Plomeur, un endroit paisible, face à la mer, où les tombes anciennes se mêlent aux monuments plus récents. Le vent de l'Atlantique soufflait entre les cyprès, portant cette odeur caractéristique d'embrun et d'algues. Le caveau familial était situé dans la partie la plus ancienne du cimetière. Des pierres rongées par le temps, des inscriptions à demi effacées par des décennies d'intempéries. J'ai lu quelques noms gravés dans le granit. Kéraval, Kéraval, encore Kéraval. Et puis, sur une tombe plus petite que les autres, j'ai déchiffré Erwan Kéraval, 1846-1872, Requiescat in pace. Mon sang s'est figé. La tombe était là, devant moi, ancienne, usée, mais intacte. Aucune trace de l'exhumation dont avait parlé grand-mère. Aucun signe que quelqu'un ait jamais tenté de sortir de ce caveau. Tu cherches quelque chose? Je me suis retourné. Un vieil homme m'observait, appuyé sur une canne. Il portait un costume sombre et un béret, dans le plus pur style breton. Son visage buriné par les ans et les embruns témoignait de décennies passées au bord de la mer. C'est mon arrière-arrière-grand-oncle, je crois. J'ai désigné la tombe d'Erwan. Je ne savais pas qu'il était enterré ici. Le vieil homme a hoché la tête. Erwan Kéraval. Oui, je le connaissais. Enfin, je connaissais son histoire. Mon grand-père me l'avait racontée quand j'étais gamin. Une bouffée d'espoir m'a envahi. Peut-être allais-je enfin avoir des réponses à mes questions, des faits, des témoignages, quelque chose de tangible qui m'aiderait à démêler le vrai du faux dans le récit de grand-mère. Qu'est-ce que vous savez sur lui? L'homme a regardé autour de lui, comme pour s'assurer que personne ne pouvait nous entendre. Les autres membres de ma famille étaient occupés avec les employés des pompes funèbres, réglant les derniers détails de l'inhumation de grand-mère. Il est mort jeune, ça c'est sûr, tuberculose, comme beaucoup à l'époque. Il a marqué une pause, tapotant sa canne contre le sol. Mais ce qu'on raconte moins, c'est ce qui s'est passé après. Mon cœur s'est accéléré. Après, sa mère Morgane, elle n'a jamais accepté sa mort. Elle passait des heures sur sa tombe, à lui parler comme s'il était encore vivant.
Les gens du village disaient qu'elle perdait la raison. Il a baissé la voix. Et puis, un jour, elle a disparu, noyée en mer, officiellement. Mais son corps n'a jamais été retrouvé. Exactement ce qu'avait dit grand-mère. Mon trouble devait se lire sur mon visage, car le vieil homme m'a regardé avec attention. « Vous ne saviez pas. » J'ai secoué la tête. Ma grand-mère m'en avait parlé, mais je pensais que c'était... Du délire? Il a souri tristement. Non, jeune homme. Malheureusement, non. Morgane Kéraval s'est effectivement noyée le 23 octobre 1872. Et son fils avait effectivement été enterré ici 3 ans plus tôt. Il s'est approché de la tombe d'Erwan, caressant la pierre de sa main libre. Ce que mon grand-père me racontait, c'est que la tombe a été perturbée peu après la mort de Morgane, comme si quelqu'un avait essayé de creuser depuis l'intérieur. Ma gorge s'est serrée. Perturbée comment? La terre était remuée. Les fleurs qu'on avait déposées étaient éparpillées. Et il a hésité, visiblement mal à l'aise. Il y avait des traces de griffes sur le bois du cercueil, comme si quelqu'un avait essayé de sortir. Le silence qui a suivi était oppressant. Autour de nous, le cimetière semblait soudain plus sombre, plus hostile. Les ombres des cyprès s'allongeaient, créant des zones d'obscurité qui paraissaient bouger au gré du vent. « Mais c'est impossible », ai-je murmuré. « On ne peut pas ressusciter. Les morts ne... » « Les morts ne reviennent pas, non. » Il m'a interrompu d'un ton grave. Mais parfois, ils refusent de partir. Surtout quand l'amour qui les lie à ce monde est plus fort que la mort elle-même. Il a tourné son regard vers l'horizon, où la mer se confondait avec le ciel gris de cette fin d'octobre. Mon grand-père disait que Morgane Kéraval avait fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle avait appelé son fils. Elle l'avait supplié de revenir, de ne pas l'abandonner. Et lui avait répondu. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Cette histoire prenait une tournure de plus en plus inquiétante, et je commençais à regretter d'avoir engagé cette conversation. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les morts qui refusent de partir cherchent toujours un moyen de revenir. Un corps, une âme, quelque chose qui peut les accueillir. Il m'a regardé droit dans les yeux. Dans le cas d'Erwan Kéraval, il semblerait qu'il ait choisi de rester près de ceux qu'il aimait, sa famille, sa lignée. Ma main droite s'est mise à me démanger. Cette marque étrange que j'avais aperçue dans la chambre d'hôpital me brûlait maintenant, comme si elle réagissait aux paroles du vieil homme. « Vous êtes de la famille, n'est-ce pas ?» Il a observé ma main avec un intérêt troublant. « Vous portez la marque ?» J'ai voulu cacher ma paume, mais il était trop tard. Il avait vu, et à son expression, j'ai compris qu'il savait exactement de quoi il s'agissait. Comment? Mon grand-père me l'avait décrite, cette croix inversée qui apparaît sur la peau des descendants de Morgane Kéraval, le signe qu'Erwan utilise pour reconnaître les siens. Il a reculé d'un pas, soudainement nerveux. « Vous devriez partir d'ici, jeune homme, quitter la Bretagne, aller loin, très loin. » Pourquoi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Il a secoué la tête, refusant d'en dire davantage. « Je suis désolé. »
Je n'aurais pas dû vous parler de ça. Oubliez ce que je vous ai dit. Oubliez tout. » Il s'est éloigné rapidement, claudiquant entre les tombes, avec une hâte qui contrastait avec son âge avancé. J'ai voulu le rattraper, lui poser d'autres questions, mais ma mère m'a appelé. « Adrien, on t'attend. » La cérémonie d'inhumation touchait à sa fin. Grand-mère allait rejoindre ses ancêtres dans ce caveau familial qui abritait déjà tant d'histoires, tant de secrets. En la regardant disparaître dans la terre bretonne, j'ai eu l'impression qu'une page se tournait, mais pas nécessairement vers quelque chose de meilleur. Le soir même, nous sommes rentrés à Paris. Le voyage en train s'est déroulé en silence. Ma mère et ma tante semblaient épuisées par ces journées d'émotions. Et moi, j'étais perdu dans mes pensées, essayant de faire le tri entre réalité et superstition. De retour dans mon studio d'étudiant, près de la Sorbonne, j'ai tenté de reprendre une vie normale. Cours de psychologie, révision, sortie avec les amis. La routine rassurante de la vie étudiante parisienne. Mais quelque chose avait changé. D'abord, ce furent les rêves. Des rêves étranges, d'une précision troublante. Je me voyais marcher le long de falaises battues par les vents, dans un paysage que je n'avais jamais vu, mais qui me semblait familier. L'océan s'étendait à l'infini, d'un gris métallique qui se confondait avec le ciel, et au loin, sur un promontoire rocheux, se dressait un phare. Le phare de Penmarc'h, je le reconnaissais instinctivement, bien que je n'y sois jamais allé. Sa silhouette blanche et élancée se découpait contre l'horizon comme un doigt d'accusateur pointé vers le ciel. Dans ces rêves, je n'étais pas seul. Une présence m'accompagnait, marchait à côté de moi sans jamais se manifester clairement. Je sentais sa respiration dans mon cou, son regard posé sur moi. Mais quand je me retournais, il n'y avait personne. Parfois, j'entendais une voix, grave, masculine, qui murmurait mon nom dans le vent. Adrien, Adrien. Une voix qui portait des accents d'une époque révolue, avec ses intonations chantantes du breton d'autrefois. Ces rêves se répétaient chaque nuit, avec des variations mineures. Parfois la marée était haute, et les vagues venaient lécher les rochers au pied des falaises. D'autres fois, c'était marée basse, et je distinguais des formes étranges, échouées sur le sable. Des formes qui ressemblaient à des corps humains, mais déformés par la décomposition et le sel. Au bout d'une semaine, j'ai commencé à ne plus distinguer les rêves de la réalité. Je me réveillais avec le goût du sel sur les lèvres et l'odeur des embruns dans les narines. Mes draps étaient trempés, mais pas de sueur, d'une humidité froide et marine qui n'avait rien à faire dans un studio parisien chauffé au radiateur électrique. C'est vers cette époque que les visions ont commencé. La première s'est produite en plein cours de psychologie différentielle. Le professeur parlait des théories de la personnalité, projetant des diagrammes complexes sur l'écran blanc de l'amphithéâtre. Moi, j'étais assis au 3e rang, prenant consciencieusement des notes, quand soudain, l'amphithéâtre a disparu. Je me trouvais dans une cuisine ancienne, aux murs de pierre brute. Un feu crépitait dans une cheminée massive, projetant des ombres dansantes
sur les poutres du plafond. L'air sentait la cire et le bois brûlé, avec des relents de poissons séchés et d'algues. Une femme était assise près du feu, la cinquantaine, les cheveux gris tirés en chignon, vêtue d'une robe de toile sombre. Elle cousait quelque chose, un ouvrage fin qu'elle tenait près de la lumière des flammes. Morgane Kéraval, je le savais sans l'avoir jamais vue. C'était elle, l'arrière-arrière-grand-mère dont m'avait parlé grand-mère. Elle était là, devant moi, aussi réelle que si je me trouvais effectivement dans cette cuisine d'un autre siècle. Elle a levé les yeux de son ouvrage et m'a regardé. Ses yeux étaient d'un bleu profond, presque violet, avec cette intensité particulière de ceux qui ont côtoyé l'indicible. Quand nos regards se sont croisés, j'ai senti une décharge électrique me parcourir tout le corps. Adrien, sa voix était douce, mais chargée d'une tristesse infinie. Tu es venu, enfin. J'ai voulu lui répondre, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. J'étais là, spectateur muet de cette scène impossible, prisonnier d'une vision qui défait toutes les lois de la physique et de la raison. Il t'attend, tu sais. Elle a repris son ouvrage, piquant l'aiguille dans le tissu, avec des gestes précis et mécaniques. Mon Erwan, il t'attend depuis si longtemps, depuis qu'il a compris que tu étais celui qu'il cherchait. Elle s'est levée, posant son ouvrage sur la table. En s'approchant de moi, j'ai remarqué que ses pieds ne touchaient pas tout à fait le sol. Elle flottait, littéralement, à quelques centimètres au-dessus des dalles de pierre. Tu portes sa marque, tu as son sang dans les veines, et surtout, elle a tendu la main vers moi, effleurant ma joue d'une caresse glacée. Surtout, tu as son âge, l'âge qu'il avait quand il est mort, l'âge où l'esprit est assez fort pour partager. La vision s'est brusquement interrompue. Je me suis retrouvé dans l'amphithéâtre, le professeur me regardant avec inquiétude. Mes camarades chuchotaient, pointant vers moi des regards amusés ou préoccupés. « Monsieur Morvan, vous vous sentez bien ?» J'ai réalisé que j'étais debout, au milieu de la rangée, les bras tendus devant moi, comme si j'essayais de toucher quelque chose qui n'existait pas. Ma chemise était trempée de sueur froide et mes mains tremblaient de façon incontrôlable. Excusez-moi, malaise. J'ai quitté l'amphithéâtre sous les regards perplexes de l'assistance. Dans le couloir, j'ai dû m'appuyer contre un mur pour ne pas tomber. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans mes tympans. Ces visions ont commencé à se multiplier. Elles survenaient à n'importe quel moment, sans prévenir. En pleine conversation avec des amis, dans le métro, pendant mes repas. Chaque fois, c'était la même chose. Le monde moderne s'effaçait et je me retrouvais projeté dans cette Bretagne du 19e siècle. Tantôt, je voyais Morgane Kéraval dans sa maison près des falaises, préparant des décoctions d'herbes avec une précision qui trahissait des connaissances peu conventionnelles. Tantôt, c'était Erwan que j'apercevais, mais toujours de dos, toujours fuyant, comme s'il n'était pas encore prêt à me faire face directement. Les visions devenaient de plus en plus précises, de plus en plus intrusives. Je commençais à connaître par cœur cette maison au bord des falaises. Chaque recoin, chaque meuble,
chaque détail de la décoration, la grande armoire en chêne sculpté, les rideaux de lin écru, les pots d'aromates suspendus aux poutres de la cuisine. Et puis, il y avait cette pièce, une chambre à l'étage, dont la porte restait toujours fermée. Même dans mes visions, je n'arrivais pas à l'ouvrir. Quelque chose m'en empêchait, une force invisible qui repoussait ma main chaque fois que j'essayais de tourner la poignée. C'était la chambre d'Erwan, j'en étais certain. Au bout de 3 semaines de ce régime, j'étais au bout du rouleau. Mes notes s'effondraient, mes amis s'inquiétaient, et mes parents commençaient à poser des questions auxquelles je ne savais que répondre. Comment expliquer que leur fils sombrait dans une forme de folie héréditaire? Comment avouer que je voyais des morts et que j'entendais des voix d'outre-tombe? J'ai tenté de consulter un médecin, le docteur Lemaire, un généraliste du quartier que mes parents connaissaient depuis des années. Un homme rassurant, aux tempes grisonnantes, qui m'a écouté avec patience décrire mes troubles du sommeil et mes épisodes de stress post-traumatique liés à la mort de ma grand-mère. Il m'a prescrit des anxiolytiques et des somnifères. C'est normal, m'a-t-il dit. Le deuil provoque souvent ce genre de symptômes. Avec un peu de repos et de médication, tout devrait rentrer dans l'ordre. Les médicaments n'ont rien changé. Au contraire, ils semblaient amplifier les visions, les rendre encore plus réelles et plus invasives. Sous l'effet des somnifères, la frontière entre rêve et réalité devenait complètement poreuse. C'est alors que j'ai pris la décision de me rendre en Bretagne. Si cette histoire avait un fondement réel, si Erwan Keraval et sa mère étaient vraiment liés à ma famille, alors peut-être trouverais-je des réponses là-bas, des preuves, des témoignages, quelque chose qui m'aiderait à comprendre ce qui m'arrivait. Ou alors, je constaterais que tout cela n'était que le fruit de mon imagination malade, et je pourrais enfin tourner la page. Le voyage en train vers Quimper m'a pris une journée entière. J'avais prévu de passer quelques jours dans la région, de visiter les lieux mentionnés par grand-mère, de mener ma propre enquête. J'avais même acheté un guide touristique du Finistère et imprimé des cartes de la région de Penmarch. Dès ma descente du train, j'ai senti que quelque chose avait changé. L'air breton, chargé d'embrun et d'iode, me semblait familier, comme si j'avais respiré cette atmosphère toute ma vie. Les rues de Quimper, avec leurs maisons à colombages et leurs ruelles pavées, éveillaient en moi des souvenirs qui n'étaient pas les miens. J'avais réservé une chambre dans un petit hôtel du centre-ville, tenu par un couple de Bretons d'une 60aine d'années. Monsieur et Madame Le Goff, des gens accueillants, qui m'ont immédiatement adopté quand j'ai mentionné que ma grand-mère était originaire de la région. « Ah, vous êtes du pays alors ?» s'est exclamé Monsieur Le Goff en me tendant les clés de ma chambre. « Quel nom de famille déjà ?»« Morven. Mais ma grand-mère était née Keraval. » L'atmosphère s'est instantanément refroidie. Madame Le Goff a échangé un regard avec son mari, un de ces regards chargés de sens que s'envoient les couples après des décennies de vie commune. « Keraval » a murmuré Monsieur Le Goff. « Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce nom par ici. » « Vous les connaissiez ?»« Connaître, c'est un bien grand mot. » Il s'est gratté la barbe,
visiblement embarrassé. C'est une famille qui a, comment dire, qui a marqué la région il y a longtemps. Sa femme lui a donné un coup de coude discret, lui signifiant de ne pas en dire davantage. Mais la curiosité était plus forte que la prudence. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Monsieur Le Goff a regardé autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu. La réception de l'hôtel était pourtant déserte, et nous étions seuls. Ce qu'on raconte, c'est que les Keraval, ils avaient un don. Il a baissé la voix, un don pour parler avec ceux qui ne sont plus. Les morts, vous voulez dire? Il a hoché la tête gravement. Dans le temps, les gens venaient de loin pour consulter Morgane Keraval. Quand ils perdaient un proche, quand ils avaient besoin de nouvelles de l'au-delà. Elle savait des choses qu'elle n'aurait pas dû savoir. Elle transmettait des messages qui ne pouvaient venir que d'eux. Yann, l'interruption de sa femme, a claqué comme un fouet. Tu vas effrayer ce pauvre garçon avec tes histoires à dormir debout. Mais le mal était fait. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans mon esprit. Si les Keraval avaient effectivement ce don pour communiquer avec les morts, alors peut-être que ce qui m'arrivait n'était pas une simple hallucination. Peut-être que j'héritais de cette capacité familiale, de cette faculté à percevoir ce que les autres ne pouvaient pas voir. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, les visions ont atteint une intensité nouvelle. Je n'étais plus un simple spectateur. Je participais. J'évoluais dans cette maison du 19e siècle comme si j'y habitais, ouvrant les portes, touchant les objets, sentant les odeurs. Morgane Keraval m'attendait dans la cuisine, près de la cheminée. Cette fois, elle portait une robe noire et ses cheveux étaient défaits, flottant autour de son visage comme des algues dans le courant marin. « Tu es revenu en Bretagne », a-t-elle constaté avec un sourire satisfait. « C'est bien, il était temps. » J'ai trouvé ma voie, enfin. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce qu'il me veut? Erwan? Elle a ri, mais ce rire sonnait faux, chargé d'une amertume profonde. Il ne te veut aucun mal, mon petit. Il veut juste vivre, comme tous les morts qui refusent de partir, comme moi. Elle s'est approchée de la fenêtre, écartant les rideaux pour contempler la nuit bretonne. Au loin, on apercevait la silhouette du phare de Penmarch, dont le faisceau balayait régulièrement l'océan. Nous sommes restés trop longtemps ensemble, lui et moi. Quand il est mort, j'ai refusé de le laisser partir. J'ai fait des choses qu'une mère ne devrait jamais faire pour retenir son enfant. Quel genre de choses? Elle s'est tournée vers moi, et j'ai vu que ses yeux pleuraient. Mais ce n'était pas de larmes normales. Un liquide sombre, épais, qui coulait sur ses joues, comme du sang mélangé à de l'eau de mer. J'ai fait appel aux anciens, à ceux qui dormaient sous les dolmens, dans les profondeurs de la terre bretonne. J'ai conclu un pacte. Sa voix s'est brisée. Mon âme contre la sienne. Ma paix éternelle contre son retour parmi les vivants. Le froid qui a envahi la pièce était si intense que j'ai vu mon souffle se transformer en buée. La cheminée s'est éteinte d'un coup, nous plongeant dans une obscurité presque totale,
seulement troublé par le faisceau intermittent du phare au loin. Mais les morts ne peuvent pas vraiment revenir, n'est-ce pas? Pas dans leur corps d'origine. Ils ont besoin d'un hôte. Elle s'est rapprochée de moi, et j'ai senti son souffle glacé contre ma nuque. Un hôte de la même lignée, un hôte qui porte la marque, un hôte de son âge. J'ai voulu fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. J'étais paralysé, prisonnier de cette vision qui devenait de plus en plus oppressante. Erwan a attendu, patiemment, des décennies, des générations, en cherchant le bon candidat. Ses mains se sont posées sur mes épaules, des mains froides comme la pierre tombale. Et maintenant, il l'a trouvé. La vision s'est interrompue brutalement. Je me suis réveillé en sursaut dans mon lit d'hôtel, le cœur battant, la chemise trempée de sueur. Dehors, l'aube commençait à poindre, teintant le ciel breton d'une lueur rosâtre. Mais ce qui m'a terrifié, c'est que l'odeur de la maison de Morgane Keraval persistait dans la chambre, cette odeur de cire et de bois brûlé, mélangée aux embruns marins, comme si une partie de cette vision était restée accrochée à la réalité. J'ai passé la journée suivante à enquêter, direction les archives municipales de Quimper, puis celles de Pont-l'Abbé et de Penmarch. Je cherchais des traces officielles des Keraval, des preuves de leur existence, de leur histoire. Ce que j'ai trouvé a dépassé mes espérances. Les Keraval étaient effectivement une famille de la région, installée près de Penmarch depuis au moins le XVIIIe siècle. Les registres paroissiaux mentionnaient régulièrement leur naissance, mariage et décès. Morgane Keraval, né le 15 mars 1828, mariée à Jan Keraval le 22 juin 1845, veuve en 1868, mère d'un fils unique, Erwan Keraval, né le 3 novembre 1846. Et puis, cette mention troublante dans le registre des décès de Penmarch, Erwan Keraval, 26 ans, décédé le 18 septembre 1872 des suites d'une maladie de poitrine, inhumé le 21 septembre au cimetière de Plomeur. 26 ans, l'âge que j'allais avoir dans quelques mois. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est ce que j'ai découvert ensuite, dans un registre plus récent, daté du début du XXe siècle, une mention manuscrite en marge de l'acte de décès d'Erwan, tombe profanée dans la nuit du 29 au 30 octobre 1872, corps disparu, enquête classée sans suite. Le corps avait effectivement disparu. Grand-mère n'avait pas déliré. Elle avait dit la vérité, jusque dans les moindres détails. J'ai poursuivi mes recherches, remontant la piste de Morgane Keraval. Sa mort était également documentée, avec la même précision troublante que dans le récit de grand-mère. Disparue en mer le 23 octobre 1872. Corps jamais retrouvé. Mais il y avait autre chose. Des témoignages consignés dans les rapports de gendarmerie de l'époque, des habitants de Penmarch qui prétendaient avoir vu Morgane et son fils après leur mort officielle. Des apparitions répétées près du phare, toujours aux mêmes dates, le 23 octobre et le 29 octobre, l'anniversaire de leurs morts respectives. L'archiviste, une femme d'une 50aine d'années,
aux lunettes perchées sur le bout du nez, m'observait avec curiosité, tandis que je consultais ses documents.